Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission, vous le savez déjà, est en direct chaque dimanche à partir de 11 h sur la RTB. Elle permet aux journalistes de porter un regard critique sur l'actualité qu'ils traitent au quotidien à travers des analyses, des commentaires et des décryptages. Aujourd'hui, 4 sujets sont sur la table des débats. Il s'agit des affrontements entre étudiants à l'université Ouara 1, professeur Joseph Kizerbo, du 57e fête de l'indépendance du Burkina Faso, du rapport de la commission d'enquête sur les infrastructures publiques et enfin en page internationale. Nous parlerons de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. 4 sujets pour 4 invités autour de la table. Dabadi Zumbara du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour, M. Sagnon. Nous avons avec nous Boukari Oba du bimensuel Mutation. Bonjour. Sagnon, bonjour. Autour de la table aussi, Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour, Sagnon. Nous avons également avec nous Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour. Bonjour, Sagnon. Bonjour. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'université de Ouagadougou a été, au cours de cette semaine, le théâtre d'affrontements entre étudiants. On ne va pas revenir donc sur les causes, en tout cas, qui ont été à l'origine de ces affrontements qui ont fait plusieurs blessés, dont 2 graves. C'est une actualité que vous avez suivie. Alors, comment réagissez-vous à ce qui s'est passé au cours de cette semaine à l'université de Ouagadougou? Dabadi. Alors, moi, je pense qu'il faut d'abord dire que ce qui s'est passé à l'université de Ouagadougou est regrettable parce que l'université, c'est le lieu par excellence de débat contradictoire et tout. Alors, si elle doit se transformer en un ring, il faut effectivement s'en inquiéter parce que cela voudrait dire que l'esprit de violence a pris le dessus et sur celui qui porte sur le débat. Mais je pense qu'il faut dire que c'est la rançon, à mon avis, de la malgouvernance, si je peux le dire ainsi, parce que l'université de Ouagadougou, comme vous le savez, vit des problèmes sérieux depuis très longtemps. Et tant qu'on ne va pas trouver des solutions idoines à ces problèmes, ça va être extrêmement difficile pour les étudiants de travailler dans un climat, j'allais dire, sain. Parce que je ne peux pas comprendre que dans une université, on puisse permettre à des étudiants d'y accéder en possession de gourdins ou de bâtons. C'est extrêmement grave. Que font les autorités? Pourquoi on n'a pas prévenu effectivement cette situation? J'ai le sentiment que nos autorités ne sont formées que pour jouer aux médecins après la mort. Ne sont pas formés pour résoudre des problèmes. Et c'est dommage lorsqu'on voit des situations pareilles. Et ce n'est pas la première fois qu'on vit une telle situation. Et moi, j'ai bien peur qu'on ne soit en tout cas parti pour toujours dans une situation où on aura des étudiants qui vont régulièrement se donner un spectacle. C'est comme ça, moi, je vois la chose. C'est extrêmement dangereux pour leur éducation et pour leur formation. Parce que, comme je le disais tantôt, l'université doit être le lieu où on doit résoudre les problèmes par la parole, le dialogue, et non par les coups de poing ou par les bâtons. D'accord, oui. Alors, Woba, comment vous avez vécu ces événements qui se sont passés à l'université de Ouagadougou? Merci. Je crois que, ayant suivi les faits comme beaucoup d'autres personnes, on ne peut que déplorer ces violences qui se sont produites à l'université entre étudiants en plus. Voilà. Il faut espérer qu'on puisse tout de suite résoudre la crise parce que véritablement on est installé dans une crise qui est partie d'une bagarre presque banale entre 2 étudiants et qui finalement devient pratiquement une crise universitaire au regard donc des propos qui ont été tenus de part et d'autre au niveau du syndicat des étudiants, mais aussi au niveau de
des autorités universitaires, le premier vice-président de l'université, du moins le vice-président de l'université Mahamadi Sawadogo, et puis aussi le ministre en charge de l'enseignement supérieur, qui est passé sur le plateau de la RTV, qui a tenu un certain nombre de propos. Donc visiblement, on est dans une crise universitaire et il faut espérer que les deux parties tout de suite s'asseyent et discutent afin qu'on puisse avoir Dans chaque communauté humaine africaine, il y a deux étapes dans la vie, l'enfance et l'âge adulte. Pour franchir cette étape, il y a dans chaque groupe ethnique une école de passage appelée initiation. Mesdames, messieurs, pour la alors que c'est très Oui, fondamental. vous pouvez y aller. Hein. Le C'est chevauchement dans des l'introduction années, que ça allait être le chevauchement plus long, des années aujourd'hui, c'est pratiquement sur 10 ans qu'on traîne ce chevauchement-là. Il y a eu des propositions de résolution. Je repense au blanchiment technique qui avait été proposé par le Premier ministre Luc Adol Tiao. Et plusieurs années après, on se rend compte qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, il va de soi qu'il y ait une certaine tension qui persiste à l'université. Et malheureusement, ces tensions-là sont allées un peu trop loin ces derniers jours. Et on a pu constater les violences qu'on a vues au cours de la semaine passée. Alors, il y a des accusations, hein. Peut-être qu'il faut bien qu'on en parle. Alors, sur le terrain, on dit que ce sont des éléments où, en tout cas, des étudiants militants de l'ANEB qui auraient, en tout cas, agressé d'autres étudiants qui ne voulaient pas arrêter les cours, alors que l'ANEB avait enclenché en tout cas une grève de 72 heures pour demander la levée d'une sanction disciplinaire donc contre un étudiant qui est également un militant de l'ANEB, et que c'est à partir de là en tout cas que les choses ont dégénéré. Alors Dabadi disait tout à l'heure que les autorités auraient pu en tout cas empêcher une telle situation. Est-ce que c'est votre sentiment, Hyacinthe? Oui, je pense que Woba l'a aussi souligné. Le péché originel ici, ça reste le chevauchement des années, puisque la discussion qui a donc abouti au combat de boxe entre les deux étudiants est partie de la programmation donc d'une rentrée académique des bacheliers de 2016 au niveau du département d'anglais. Je pense que l'étudiant Yenilo Bahan, lui, à l'époque, avait donc opposé le fait que les étudiants de 2015 qui avaient fini l'année, donc certains, donc près de 1200, n'avaient pas encore eu de session de rattrapage. Donc il fallait d'abord faire la session de rattrapage avant de programmer la rentrée. Il y a eu cette discussion qui malheureusement en est venue donc au coup de poing. Il y a eu le conseil de discipline, la sanction donc contre l'étudiant Yenilo Bahan. Maintenant, pour moi, c'est tout cela qui fait que la crise en fait à l'université ne se limite pas un peu à ce qu'on a vu ces derniers jours, notamment le 6 décembre, parce que c'est véritablement cette espèce de chevauchement-là qui n'a toujours pas été résolu, qui ne fait que ressurgir d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, vous avez des étudiants qui disent qui veulent juste, ils ont une partie en tout cas militante de l'ANEB qui récuse la décision prise par le conseil de discipline, qui avance des arguments, notamment le non-respect de la procédure disciplinaire en la matière de la prise de décision. Vous avez une administration qui reste figée donc sur sa décision, puisque c'est un conseil de discipline. Je pense que c'est carrément qu'il y a un caractère irrévocable à cette décision. Donc vous avez deux parties qui sont opposées sur, pour moi, un épiphénomène. Et la crise, elle reste. Le chevauchement, lui, reste. Le cas des étudiants, que ce soit les bacheliers 2016 ou les bacheliers 2015, reste. Il y a les bacheliers 2017 et les 2018 qui vont venir s'ajouter encore à ce contingent-là. Donc il y a toute cette crise-là à résorber. Plutôt que de rester dans cette querelle, je vois un peu le débat entre le droit de grève des étudiants qui ont le droit donc de suivre les cours et ceux qui n'ont pas le droit de suivre les cours. Il faut être clair sur un pan dans ce débat-là. Il y a un fait au niveau de l'université de Ouagadougou, peut-être étendu au niveau des universités publiques, le mouvement syndical principal reste l'ANEB. Et lorsqu'il y a un mot d'ordre de grève, lorsqu'il y a un mot d'ordre de cessation de cours comme ça, à 99% des fois, il est suivi. Ils ont leur méthode pour ça, les piquets de grève. C'est pas mon camarade de promotionnaire qui en dira le contraire. Ils ont leur méthode pour ça, pour faire suivre leur mot d'ordre de grève. Oui. Il y a plus ou moins des acquis, puisqu'on peut quand même remettre à leur guise, en tout cas, mettre à leur compte certains acquis dans la lutte pour les étudiants, certains avantages acquis dans la lutte. Donc, cette méthode-là
à payer. Maintenant, aujourd'hui, quelle peut être son adaptation dans le contexte actuel où tout le monde connaît son droit, chaque étudiant arrive, il connaît son droit. Quelle peut être là? Ça, c'est une autre, peut-être dans l'ANEP de changer de façon de promouvoir donc ces mots d'ordre de grève. Mais je pense que ça, c'est vraiment un truc assez banal. Je ne banalise pas les blessés et parce que là, je pense que tout simplement, une enquête pourrait situer les auteurs et appliquer la procédure, puisque s'il y a eu un combat de boxe qui a abouti à cela, là, on a eu un droit à un pugilat. Il faut purement et simplement punir les auteurs, et ça, c'est facile de les identifier avec une enquête. Mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le débat pour ou contre. Le vrai débat reste la crise au sein de cette université-là, vraiment de résorber cela, et aussi l'application difficile du système LMD. Donc c'est ça vraiment le problème au cœur de notre université publique. D'accord. Alors, Rabo. Je crois que Hyacinthe a mélangé beaucoup de choses. Pour moi, il faut clarifier deux choses. Il y a les causes immédiates là, et puis il y a les causes lointaines. C'est pas parce qu'il y a une crise lointaine. En 2000, moi j'étais sur le campus, on a invalidé notre année, on était déjà en crise. Donc ça dure 17 ans, c'est pas 10 ans au bas. Il faut séparer ça. Et puis le gangstérisme des étudiants. Moi je crois que pendant longtemps, les gens ont passé le temps aussi à caresser l'ANEP dans le sens du poil. Et j'ai été très content d'entendre le ministre Al-Kassoum Maïga dans sa fermeté contre l'ANEP. Même si après, j'ai interviewé les responsables de l'ANEP qui accusent les autorités universitaires et le ministre de l'Enseignement supérieur de complot contre l'ANEP. Ça, on a entendu ça depuis 20 ans que moi j'étais sur le campus. J'ai dit causes immédiates et causes lointaines. Les causes lointaines, c'est la crise qui est partie depuis 2000 avec ce qu'on appelait la refondation de l'université. Mais est-ce que ça autorise que des étudiants deviennent des drogués, des délinquants, et prêt à en découdre à tout moment, comme le ministre a demandé? Il faut poser le problème en ces termes. Ce n'est pas parce que le pays même est en crise, non? Mais est-ce que nous sommes devenus des délinquants? Non. S'il y a des problèmes, on s'assoit, on dialogue et puis on les résout. Mais ce n'est pas au gourdin, au morceau de fer qu'on va résoudre ces problèmes. Et ça, il faut dire ça à l'ANEP. Quand moi j'ai interviewé les premiers responsables de l'ANEP, ils ont dit que c'est le vice-président de l'université Mahamadou Sahadogo, le ministre, qui ont organisé des étudiants contre l'ANEP, parce que l'ANEP avait préparé une campagne de sensibilisation dans les amphis. Hyacinthe a posé le problème des méthodes de l'ANEP pour pratiquement imposer ces grèves sur le campus. Est-ce que ça, c'est normal? Les méthodes de l'ANEP que nous on a vécues. Moi, j'étais sympathisant de l'ANEP quand j'étais sur le campus. Si un étudiant aujourd'hui ne veut pas suivre une grève, pourquoi l'ANEP veut le lui imposer? Pourquoi? Au nom de quoi? Non. Moi, je crois qu'à partir du moment où les premiers responsables même de l'ANEP disent qu'ils ont envoyé des missions dans les amphis pour sensibiliser les gens sur la grève, et qu'il y a des étudiants qui se sont opposés, moi, je crois que les militants de l'ANEP devraient rebrousser chemin. Parce qu'ils sont d'une organisation responsable, ils l'ont dit encore à l'Assemblée générale hier, parce qu'ils sont d'une association historique. Moi, je pense qu'ils doivent être plus responsables que ça. Aujourd'hui, moi, je dis qu'il y a des étudiants qui utilisent le label de l'ANEP parce que c'est une organisation historique qui a participé à des luttes dans ce pays, dont la lutte pour la justice pour Norbert Zongo. Ils profitent du label de l'ANEP pour faire du gangstérisme. Et ça, l'ANEP doit exfiltrer ces militants délinquants-là de ses rangs. Il ne faut pas que des gens profitent du nom de l'ANEP, de la notoriété de l'ANEP, pour venir se droguer sur les campus et puis blesser d'autres étudiants. C'est totalement irresponsable. Il faut que les gens de l'ANEP assument ça. Il ne faut pas tourner autour du pot. Et moi, je suis totalement d'accord avec le ministre Al-Kassoum Maïga là-dessus. Maintenant, comme ils disent que le vice-président a aussi ses étudiants et qu'il y a un complot contre l'ANEP, ça, moi, je n'en sais rien. Ça, moi, je n'en sais rien. Mais je pense que l'ANEP est responsable de ce qui s'est passé le mercredi dernier sur le campus. D'accord. Voilà. Alors, réaction par rapport, Juste pour réagir par rapport à... Je n'ai pas mélangé les choses. Le fait est là, c'est la crise lointaine dont tu parles, c'est la même crise qui a amené donc l'esclandre, la bagarre entre deux étudiants. En fait. C'est la cause de ce fait, de ces différentes grèves-là, c'est cette bagarre-là. Cette bagarre est partie
de la programmation de la rentrée. Donc on ne peut pas départir la crise de cette bagarre. Oui, mais ensuite, ça n'autorise pas la violence sur les campus. Ensuite, la violence, ça c'est autre chose. J'ai bien dit ici, les auteurs peuvent être identifiés et punis. Ça c'est la loi qui doit s'appliquer. Ça n'autorise en rien la violence sur le campus. Mais pour ce qui est du fait de l'application des mots d'ordre de grève de l'ANEP, tu es bien placé pour le dire. L'invalidation de l'année, de votre année académique en son temps n'est pas d'autre chose que de l'obstination d'un syndicat. Alors, aujourd'hui, on a fait, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, il y a ces méthodes-là qui ont payé plus ou moins par le passé. Aujourd'hui, on est face à un contexte plus ou moins plus libre, où les étudiants sont en proie. Parce que, à l'époque, le piquet de grève, il était respecté. Quoi, le prof même ne vient pas. Même si vous êtes là, le prof n'est pas là. Les cours ou les devoirs programmés ne sont pas tenus. Aujourd'hui, vous avez des étudiants plus ou moins libres, disons-le comme ça, depuis donc, le parfum de l'insurrection, qui veulent, quand ils décident quelque chose, on a vu un peu le même jour au CIAO, où il y a une opposition. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, l'ANEP doit revoir sa méthode. Tout à fait. En passant donc, pourquoi pas, en passant par cette phase de sensibilisation, ils ont brandi la légitime défense pour ce qui est du campus de Zoronal, de ce qui s'est passé là-bas. Là, les faits sont assez difficiles à prouver aujourd'hui, tant que l'enquête ne détermine pas réellement s'il y a eu manipulation, s'il y a eu deux camps qui sont opposés, ou s'il y a un camp qui est véritablement rentré pour faire la loi sur le campus. C'est pour ça que je dis non, le débat ne doit pas se poser sur ce fait-là. Le débat doit se poser sur le péché originel, qui est donc cette crise qui a amené la bagarre et qui a amené... Non, c'est ça que moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a l'AG de l'ANEP qui a eu le samedi. Il programme une grève pour le 20 et 21 décembre prochain, si la sanction n'est pas levée pour le 20. On ne peut pas lever. Je ne pense pas que l'administration aujourd'hui peut lever cette sanction qui pour moi est irrévocable étant donné que c'est sorti d'un conseil de discipline. Mais le fait est là. Le problème est là. On peut trouver un accord entre la structure de l'ANEP et l'administration pour le cas de l'étudiant Yelino, mais le problème n'est pas résolu. Oui, c'est ça. Puisque les étudiants en anglais n'ont pas. Donc c'est ça qu'il faut résoudre cette crise. Je vais réagir en fait mon désaccord avec Hyacinthe. Moi je veux dire, étant donné qu'il y a eu violence sur le campus, il faut rapidement régler ce problème en sanctionnant sévèrement ceux qui étaient à l'origine de cette situation. Il ne faut pas mélanger ça avec la crise qui dure depuis 20 ans. C'est ce que moi je veux dire. Si vous mélangez ça avec la crise de depuis 20 ans, on ne va pas en sortir. Si vous ne sanctionnez pas les délinquants qui sont sur les campus, mais il y aura toujours de la délinquance sur les campus. C'est ce que je veux dire. D'accord. Maintenant, pour les crises de 20 ans, on est d'accord sur la solution. Alors, donc, on va permettre à Woba peut-être de dire un mot après donc, vos deux réactions. Oui, Woba. Il faut déjà dire que l'ANEP de tout temps, elle n'a pas que des amis. Et même bien au contraire, l'ANEP a plus d'ennemis qu'elle n'a d'amis. Rabo a dit ici que lui, il a été sympathisant de l'ANEP. C'est bien effectivement qu'on se présente pour savoir qui parle. Moi, j'ai été militant. J'ai été militant de l'ANEP pendant mes 4 années à l'université. J'ai toujours possédé la carte de militant. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, si je parle, on peut me voir comme le militant qui parle, mais je m'en excuse pour ceux qui peut-être verront le militant, mais je vous assure que c'est le journaliste qui parle. Le problème à l'université... Tu as brandi ta carte avant de parler. Donc... Non, cette fois-ci, je n'ai plus la carte, ça fait pratiquement 10 ans ou même plus, je n'ai plus la carte. Le problème à l'université aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui pensent que l'ANEP constitue un obstacle. Et pour les autorités universitaires, tous les présidents qui se sont succédés à l'université ont toujours combattu l'ANEP. Des gens n'ont pas attendu que des militants prétendument membres de l'ANEP, parce que ça aussi c'est très difficile de le dire aujourd'hui à l'université. Tout étudiant a priori est membre de l'ANEP. Ce n'est pas un club d'étudiants. Si on dit club des étudiants en géographie, club des étudiants en ceci et cela, c'est différent quand on dit l'association nationale des étudiants burkinabés. A priori tout le monde est membre, sauf si vous dites vous n'êtes pas membre. Donc par conséquent, qu'il y ait une violence, qu'il y ait des affrontements tels qu'on l'a vu, a priori pour moi c'est des partisans de l'ANEP avec d'autres étudiants qui n'étaient pas d'accord avec le mot d'ordre. Parce que si on dit tout de suite que c'est l'ANEP, c'est très difficile. L'ANEP ne peut pas contrôler tous ses militants, tous ses membres. Et c'est très difficile. Il y a le comité exécutif qui est là, qui est constitué juste d'un bureau. Et tous les étudiants qui sont sympathisants, qui sont militants de l'ANEP, personne ne peut... c'est l'ANEP qui avait officiellement... Exactement, c'est pourquoi j'ai dit la responsabilité, effectivement, on peut parler même de responsabilité politique. La responsabilité politique de ce qui s'est passé sur le campus, effectivement, revient à l'ANEP, parce qu'avant tout,
Il s'agit d'un mot d'ordre de l'ANEB. Et l'ANEB voulait mettre en exécution ce mot d'ordre. Il y a des gens qui se sont opposés. Et je vous dis, pour la première fois peut-être, que moi j'ai vu des étudiants qui s'organisent pour faire des passages dans des amphis, ou du moins j'ai entendu dire, parce que je n'étais pas sur le campus pour voir, pour faire des passages dans des amphis pour sensibiliser des gens à ne pas suivre le mot d'ordre de l'ANEB. C'est l'ANEB qui faisait des passages dans les amphis pour expliquer aux gens, voici notre mot d'ordre, voici pourquoi il faut aller en grève. Et cette fois-ci, on voit des étudiants qui sont organisés aussi, qui passent dans les amphis pour sensibiliser les gens à ne pas aller suivre le mot d'ordre de l'ANEB. Mais déjà, il y a l'affrontement qui est là. Et le conseil de discipline dont vous parlez, d'après les informations qu'on a, ce même conseil a été présidé par le même vice-président de l'université qui aujourd'hui on soupçonne d'être à la tête d'une milice à l'université. Vous présidez un conseil de discipline, vous prenez une décision contre un étudiant. La structure même, l'ANEB, est allée rencontrer la présidente de l'université. Le président Rabiou aurait reconnu qu'effectivement il y a eu irrégularité et qu'on allait revoir la sanction même à la baisse. À la grande surprise, la sanction n'a pas été revue à la baisse. Ils ont convoqué un autre conseil de discipline et ils ont même en réalité corsé la sanction. Ils ont durci la sanction contre l'étudiant, invalidé les sessions qu'il avait validées. Alors, selon le ministre, ce n'est pas le seul étudiant qui aurait été sanctionné. Il y a 11 en tout qui ont été sanctionnés. Pourquoi? Pour des questions de fraude. C'est très différent. Des étudiants qui ont bagarré et qu'on les sanctionne avec ce que nous connaissons par rapport à des gens qui ont fraudé, c'est très différent. Il ne faut pas mélanger les étudiants. Ce n'est pas la même chose. Voilà, on est tous contre la fraude. Mais les bagarres à l'université, ça arrive régulièrement. Et si peut-être ça a pris cette ampleur parce que visiblement on se dit tel étudiant est membre ou militant de l'ANEB et que l'autre ne l'est pas. En parlant des piquets de grève, c'est bien de le dire. J'ai personnellement fait les piquets de grève. Difficilement. J'ai fait les piquets de grève. On ne fait pas piquet de grève avec un gourdin. Le piquet de grève ne vise pas à empêcher l'étudiant à rentrer dans l'amphi, dans la salle pour suivre quoi que ce soit. Le piquet de grève a pour objectif d'expliquer. On veut bien convaincre. Parce que je vous le dis, la structure se bat pour des intérêts qui ne sont pas des intérêts d'un groupuscule. Parce que quand on le dit, on ne se bat pas pour les membres de l'ANEB, on se bat pour les étudiants. Les acquis là, quand ça arrive là, c'est pour tout le monde. Et je suis persuadé qu'il y a des étudiants à l'université qui n'ont jamais eu de position. Si bien que si vous lancez un mot d'ordre, vous êtes assis à la maison, mais tout le monde va aller suivre le cours. Il suffit d'être sur le campus et de lui expliquer le bien fondé du mot d'ordre et des gens repartent. C'est ça l'objet. Quand un groupe de l'ANEB est allé au CIAO, d'après ce qu'on a entendu rapporter, ils ont été repoussés par ceux qui étaient là-bas, mais n'ont pas résisté. N'est-ce pas? J'ai vu des publications par rapport à ça. Mais comment ça s'est passé que sur le campus de Zogona, il y a eu cette violence-là? Parce que justement là-bas, il y avait un groupuscule qui avait été bien organisé à cet effet. Visiblement, c'est ce qui apparaît. Donc je pense qu'il faut surtout éviter de vouloir jeter la balle sur l'ANEB. Ce qui s'est passé là, c'est déplorable, c'est condamnable. C'est une situation des étudiants. Et la violence aujourd'hui est en train de prendre une certaine ampleur, pas seulement sur le campus, c'est sur tous les espaces. Je suis totalement d'accord avec le développement de Rouba. Il peut y avoir des autorités qui sont contre la NEB. Écoutez, moi je n'en sais rien, je ne suis pas dans les officiers. Il y en a, c'est pas qu'il peut y en avoir. Mais moi je peux pas attester de ça. Bon, ce n'est même pas mon problème. Mais à partir du moment où la NEB se présente comme une organisation responsable, elle doit revoir ses méthodes. Parce que ces méthodes de piquet de grève là ne marcheront plus. Et ça, c'est un conseil gratuit que je donne à l'ANEB. Aujourd'hui, là, si vous avez un mot d'ordre, vous l'expliquez sur Facebook ou je ne sais pas, par d'autres canaux. Si les étudiants veulent y suivre, s'ils ne veulent pas, ils ne vont pas suivre. Que le vice-président de l'université organise des groupuscules ou pas, l'ANEB aura de plus en plus en face d'elle des étudiants qui vont vouloir faire cours. Parce qu'il y a des gens qui sont venus sur le campus qui pensent qu'ils ne veulent pas faire plus de 3-4 ans. Ils veulent repartir sur le marché du travail. Et donc, si l'ANEB ne revoit pas ces méthodes, l'ANEB va avoir de plus en plus de difficultés pour mobiliser et pour faire suivre ces mots d'ordre de grève. Moi, j'ai entendu des étudiants dire qu'au regard de la motivation de la grève de l'ANEB, ils ne sont pas prêts à l'accompagner. Parce que quelqu'un qui a violenté un autre étudiant ne doit pas être soutenu. Et je pense que ces étudiants qui disent ça aussi n'ont pas tort. Moi, je ne parle pas du complot du vice-président ou du non-complot du vice-président qui serait à l'origine de la sanction de l'étudiant Bahan. Je parle de la motivation. À partir du moment où l'étudiant Bahan, lui-même jusqu'à présent, je ne l'ai pas entendu remettre en cause
ce dont il est accusé, c'est-à-dire l'agression sur un autre étudiant. Ce n'est pas l'agression, c'est le fait de n'avoir pas produit Non, mais il a agressé ou pas? C'est une bagarre entre deux étudiants, donc on ne peut pas parler d'agression. Il y a eu bagarre entre deux étudiants, on leur a demandé de produire. Le co-bagarreur a produit une lettre d'explication. Exactement. Lui, il a refusé parce qu'il est militant de l'ANEP, il est au-dessus des autres étudiants. Mais ça ne fait pas de l'autre l'agresseur. Et sa faute, c'est de à n'avoir partir pas du moment produit. où lui ne produit pas de texte, moi je crois qu'il est indiscipliné. Sa faute, c'est de n'avoir pas produit le rapport. Oui, il est indiscipliné. Voilà. Mais pas pour avoir été l'agresseur. Alors donc, on va avoir été la parole. C'est pourquoi moi je dis, je vais terminer là. Il y a des gens qui profitent de l'ANEP pour devenir des super étudiants. Et ça, je suis convaincu. Et il ne faut pas que l'ANEP s'amuse avec ça. Et ça, c'est moi qui le dis. Si l'ANEP veut, elle n'a qu'à en profiter pour vraiment démasquer ces gens-là. Parce que les gens vont s'infiltrer dans l'ANEP pour faire n'importe quoi. Et puis après, le comité de l'ANEP dit, oui, on n'est pas responsable. Vous êtes responsable, totalement responsable. C'est vous qui avez envoyé les gens dans les enfants. D'accord. Ok, on va donner la parole à Dabadi. Oui, mais très rapidement. J'attendais vraiment. Non, moi je pense que ici, en fait, c'est quoi? On a un seul problème. On préfère s'attaquer au fait concours. Parce que ici, vous voyez, le problème, il est plus profond que ce que nous voyons. Ici, on voit des étudiants qui se sont bagarrés. Donc, c'est ça qui est le vrai problème. On oublie qu'il y a des choses qui ont conduit effectivement à cette bagarre. Et tant qu'on ne va pas résoudre ces problèmes, à mon avis, qui sont structurels, pratiquement, mais on ne va jamais s'en sortir. Donc vous êtes d'avis avec c'est clair, Yacine qui dit qu'il y a des causes, oui. On ne peut pas oublier les problèmes réels des étudiants, si je peux le dire ainsi. Voilà. Lorsque vous vous retrouvez avec des milliers d'étudiants dans une salle où certains sont derrière, ils n'entendent pas parce que le micro lui-même ne fonctionne pas bien. Mais on ne peut pas, dans ces conditions, dire aux étudiants d'être des fair play. Ce n'est pas possible. C'est quand même leur avenir qui est en jeu. Donc, moi, je pense que même cette sanction dont on parle, ce n'est pas pour la remettre en cause. Mais il y a peut-être la façon de le faire. Parce que lorsque vous voulez sanctionner quelqu'un et vous commencez déjà à dire, on va vous montrer que c'est ceci, c'est cela, mais vous braquez déjà l'intéressé. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, l'intéressé aura le sentiment que vous êtes contre lui. Et c'est ce qui mais il y a des textes, peut-être que ça... Oui, mais si au niveau des textes même, on a dit qu'il y a irrégularité, il faut réexaminer la sorte de façon, j'allais dire froide, et prendre une décision qui... Et là, vous verrez qu'effectivement, les gens ne vont pas organiser des mouvements. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut vraiment résoudre les vrais problèmes aujourd'hui qui minent l'université. Sinon, l'incivisme dont on parle, ce n'est pas à l'université seulement. Regardez dans la circulation routière. Mais c'est terrible. Souvent, vous demandez si ces gens-là sont des Burkinabés. Et pourtant, ils le sont, bel et bien. Donc, moi, je pense que l'autre aspect, c'est aussi la politisation de nos écoles, aussi bien universitaires que de formation, autre, c'est-à-dire du professionnel. Et tant qu'on ne va pas effectivement se départir de cet esprit-là, on aura toujours des difficultés. Lorsqu'il y a un problème, au lieu qu'on cherche des solutions durables, on préfère déplacer le problème en créant notre situation pour masquer le premier problème. Et si on avance ainsi, voilà, c'est ça qui fait qu'on en est arrivé à où nous sommes aujourd'hui, avec des chevauchements de l'année, et ainsi de suite. Parce qu'on n'a pas eu le courage à un moment donné de résoudre les problèmes de façon claire et nette. On préfère déplacer le problème. Donc on préfère monter d'autres personnes contre certains. Et puis lorsqu'il y a deux personnes qui s'affrontent, qui sont opposées, l'affrontement est inévitable. Voilà pourquoi j'ai dit ici que les autorités quand même ont failli, parce qu'il fallait quand même prévenir. J'ai entendu quelqu'un, une autorité, je ne vais pas dire son nom, dire que non, que quand ils sont venus, ils sont repartis se préparer puis revenir. Ça veut dire que des gens ont eu le temps d'aller se préparer et pendant ce temps, les autorités ne font rien. Mais c'est quand même grave. D'accord. Alors, très rapidement, Yacine, parce qu'on n'est plus par le temps. Parce que c'est ce débat-là que je voulais éviter au départ dans mes propos, que d'abord n'a pas compris. Mais en fait, pour moi, il y a un fait aussi qu'il faut noter. Dans tout ce qu'il y a eu comme polémique autour, il y a aussi cet effet de macronisation qui suit son cours. C'est vraiment parce que les projecteurs sont tournés sur l'université de Ouagadougou depuis l'épisode Macron que cet épisode-là est ressorti vraiment dans tous les pays. On a vu le débat, on a vu même certains journaux titrés donc, sur les étudiants qui manipulent mieux le gourdin que les micros, les stylos à plumes. Donc je pense qu'il y a cet effet-là aussi qui est rentré, mais il y a un fait qui est là. Celui qui a été sanctionné, Bahar Yerino, normalement, selon la sanction actuellement, il doit s'inscrire en mars 2018.
il sera toujours en première année anglais. Je vous parie qu'il sera inscrit en mars 2018 avec ceux-là pour lesquels il y a eu la bagarre, les bacheliers de 2015 et les bacheliers de 2016, regroupés avec lui en mars 2018 si la sanction est appliquée. Voilà tout le problème aujourd'hui de l'université, des universités publiques et de l'université de Ouagadougou. Voilà ce sur quoi il faut se concentrer. Une sanction. Votre un dernier mot là-dessus. Moi, mon développement ne visait pas à dire qu'il ne faut pas résoudre la crise lointaine, mais je veux la clarification. Maintenant, sur la crise lointaine, moi, j'ai des solutions concrètes. Voilà, il ne faut pas dire de résoudre le problème de l'université, ça dit depuis 10 ans, on s'arrête là, Dabadi. Il faut aller plus loin. Comment on résout? Depuis Blaise Compaoré, là, il n'y a personne qui a trouvé la solution. Oui, mais c'est pas blanchiment technique, on ne veut pas. Sinon, si on veut, on le peut. Non, il faut ouvrir de vraies universités dans les régions et puis garder chaque bachelier dans sa région. C'est tout. À Fada, là où moi je vais régulièrement, là, on construit l'université, ça ne finit pas. Et la fois passée, on a appelé la société civile, c'était le ministre de la Justice, et Bagoro, pour dire à la société civile de venir à l'inauguration de la cour d'appel. Les OSC ont dit non, on ne va pas à l'inauguration de la cour d'appel parce que les gens de Fada, là, ils ne sont pas bons à être jugés, ils sont bons à l'université. Il faut terminer notre université d'abord. Et les OSC m'ont dit ça, qu'elles ont refusé d'aller à l'inauguration de la cour d'appel. Moi, je crois que c'est une bonne réaction des OSC. Parce que les gens privilégient ce qu'il ne faut pas privilégier. Il faut ouvrir les universités dans les régions au lieu de multiplier les cours d'appel pour juger des gens qui n'ont rien fait. Ce qui n'est pas évident. Oui. Un dernier mot vraiment sur cette question. Il est trop profond. Je crois que nos autorités n'ont pas envie de normaliser nos universités. Et même les initiatives qui devaient contribuer justement à résoudre cette crise un peu dans le sens des propositions de rabot, on voit que ça n'apporte pas les solutions. Même l'université de Kourgou connaît des retards. Même l'université de Bobo connaît des retards. Alors que quand ces universités se sont ouvertes pour la première fois, elles étaient normales. Toutes ces universités connaissent des retards. À l'université de Ouagadougou, c'était quelques rares promotions, départements qui connaissaient des retards. Aujourd'hui, le département de communication et journalisme, dont on peut compter les étudiants sur les doigts, connaissent des retards. Mais c'est suffisamment grave. Qu'est-ce qu'on fait? En déconcentrant, en construisant des universités dans les régions. Mais vous n'avez pas de professeur. Même à l'université de Ouagadougou, on n'a pas de professeur. Donc vous allez avoir quel professeur qui va aller rester à Fada, à Dédougou ou bien je ne sais où, vivre là-bas et dispenser des cours. Ils sont tous à Ouaga. À Ouaga, ils n'ont pas fini de boucler leur programme. Ils ne peuvent pas aller en province pour donner des cours. Pourquoi il n'y a pas assez d'enseignants? Le problème, il est... Bon, voilà. Non, on ne veut pas recruter. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez les témoignages des candidats qui disent qu'ils viennent pour être au test, pour être recrutés comme enseignants. Et puis on leur dit, vous n'avez pas votre place ici. Voilà, c'est la preuve que c'est le débat. Oui, mais Rabot dit qu'il ne faut pas trop regarder les qui décident. Personne ne dit. Je pense que le ministre, la dernière fois, a parlé de ça. Je pense que c'était à Koudougou où il disait qu'il ne, voilà, il ne fallait pas peut-être se contenter d'être seul dans sa matière et penser qu'on est au-dessus de tout le monde. Mais, en tout cas, je pense que tout le monde a pu s'exprimer sur cette question. Il faut bien qu'on progresse dans les débats parce que nous sommes pris par le temps. C'est la nef des débats, toi. Voilà, bon, chacun s'est exprimé en tout cas. Alors, demain, le Burkina Faso célèbre à Gawa le 57e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina Faso. Au-delà des questions, de la question centrale qui revient alors chaque année, la question centrale qui revient chaque année, donc c'est de savoir, alors est-ce que, en tout cas 57 ans après la proclamation de l'indépendance par Maurice Yamiogo, on peut encore aujourd'hui dire que nous sommes dans un État souverain et indépendant. Rabou. Souverain, indépendant, en pointillé, oui. En pointillé, après ce qu'on a vu Macron venir dire sur les campus, on n'est pas vraiment indépendant. Voilà. Ça ne lui passerait pas à la tête d'aller dire devant des étudiants américains, je ne suis pas venu vous donner des leçons. Il ne peut même pas dire ça devant eux. Puisqu'il n'en a même pas l'étoffe. Vous voyez, mais quand il vient nous dire ça, c'est tout dit, quoi. Il est venu pour nous donner des leçons. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand il dit, et j'ai bien aimé le titre de mutation, que de Gaulle à Macron, rien n'a changé dans les discours des présidents français. Voilà, c'est la menace. Sur toute la ligne. Voilà. De Gaulle qui disait, bon, si vous voulez l'indépendance, prenez-la. Macron qui dit, bon, si vous voulez quitter le franc CFA, quittez. Voilà. Alors qu'il sait que personne ne quittera. Voilà. Il dit ça pour les beaux yeux des étudiants. Vous voyez, donc on est loin encore du compte. On doit travailler
à être plus souverain, à être plus indépendant, en travaillant sur les domaines régaliens, sur notre sécurité, sur notre indépendance économique et monétaire, oui, sur les questions de développement qui doivent nous revenir de droit. Ça ne doit pas être décidé, je ne sais pas, à Paris, à Londres ou à Washington, mais il faut qu'on ait des dirigeants à la taille de ces défis-là. Pour le moment, je crois que ce n'est pas encore le cas. Ce sont des dirigeants qui nous sont fabriqués depuis Paris, qui sont élus ici. Et je ne parle pas seulement du Burkina, c'est pratiquement le cas pour toute l'Afrique. Et tant que c'est comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord, oui, Hyacinthe, très rapidement. Je pense que dans les propos de Rabo, tout est résumé. Si on est indépendant, on ne parlait plus de la France et de Macron, dans tout ce qui est à venir du Burkina. Mais je pense que moi, je voudrais me fonder sur ce qu'il y a tout autour du 11 décembre. On a un ensemble de festivités. On a, par exemple, pour Gawa, 32 milliards d'infrastructures qui ont été plus ou moins réalisées. Ça, c'est bien pour les régions. On arrive à développer progressivement. Cette idée de célébration tournante, elle est à saluer. Elle permet de développer des infrastructures dans les régions. Mais le problème reste pour moi le caractère festif. On reste dans le caractère festif. Au-delà de la parade, on rentre dans des festivités, dans des foires, et on ne retient rien de cela. Et pour moi, pour fonder donc une indépendance réelle, il faut repenser l'indépendance, c'est-à-dire le 11 décembre. Pourquoi pas jour de l'indépendance, pour se souvenir de ce jour-là où on a donc accédé à l'indépendance et mener la réflexion, parce que on est commis aujourd'hui à se souvenir même de la phrase, la première phrase de la déclaration d'indépendance prononcée par Maurice Yamego. Pour rassurer Rabo, je pense que c'est aujourd'hui 5 août 1960 à 0h au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Je déclare l'indépendance de la République de Haute-Volta, juste pour rassurer mon ami frère Rabo. Mais je pense que c'est tout cela la problématique. On ne comprend même pas d'abord tout ce qu'il y a dans l'indépendance. On ne s'est pas assis pour réfléchir à ce qu'on met dedans. Parce que pour moi, il faut d'abord poser ces bases-là, travailler à véritablement être indépendant et maintenant programmer la fête de l'émergence un jour. Un jour, pour dire, voilà, à partir de cette date, la Burkina est émergent. Là, on peut festoyer. Sinon, festoyer autour de l'indépendance, pour moi, il n'y a pas lieu d'être et ça ne nous aide pas à sortir, à être véritablement indépendant. Oui, Ouba. Ça fait depuis 2008 qu'on fait les célébrations tournantes. Ça a même commencé chez moi à Fada. Oui. J'y étais. Exactement. Il fait bien de le dire. C'est d'ailleurs une de mes grosses préoccupations, à savoir depuis 2008, donc en 2018, quand on va encore célébrer dans une de ces régions, ça va faire 10 ans qu'on fait ça. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire le point par rapport à cette façon de célébrer la main? Pour moi, l'idée, elle est bonne, elle est originale, parce qu'on ne peut pas s'asseoir à Ouaga, chaque fois célébrer l'indépendance à Ouaga, non. C'est bien, pour moi, c'est une idée géniale que d'aller faire ça en province. Mais ce qu'on fait en province, là, qu'est-ce que ça apporte réellement à ces populations? Les cités qui sont construites là, si vous repartez pour voir, il y a eu des reportages là-dessus, mais je vous dis, vous demandez à quoi ça sert. Voilà, parce que vous partez dans ces provinces, vous construisez des villas de ce standing-là. Vous ne verrez pas un fonctionnaire moyen là-bas qui va aller prendre une location même à 50 000 francs. Ce n'est pas possible. Oh, c'est des maisons aussi, on ne peut pas te donner ça à moins de 50 000 francs. Donc finalement, il faut fermer les portes et puis laisser habiter par les lézards. Aujourd'hui, c'est Gawa qui est à l'honneur. Et juste avant de rentrer au studio ici, je voyais un documentaire sur le cimetière des tirailleurs sénégalais. C'est un cimetière que j'ai découvert à Batié en 2011 lors d'un reportage sur la coopérative d'électricité de Batié. Je me suis demandé, mais pourquoi il y a ce site-là ici, des tirailleurs sénégalais, vous lisez les noms, ils viennent de partout. Ils sont enterrés chez nous au Burkina, à Batié, non loin d'ici. Mais pratiquement personne n'est au courant. On ne fait rien pour valoriser ça. Donc, à l'occasion d'un 11 décembre, on fait un reportage et puis ça va passer comme ça. On ne va plus parler de ça, vous n'allez plus entendre parler de ce cimetière-là. Oh non, on ne doit pas faire les choses pour passer. Il faut réellement investir sérieusement, de sorte à ce que notre patrimoine-là, on le valorise. Et pour moi, cela est très important.
Je ne sais pas si la route Gawa-Batié, finalement, elle est bitumée. Parce que moi, quand j'ai fait Gawa-Batié, c'était une voie rouge. Pas seulement rouge, mais impraticable. Ce n'est pas possible. Pourtant, c'est une petite distance. C'est une petite distance. Donc, quand on va en province et qu'on veut faire des investissements, il faut regarder exactement qu'est-ce qu'on fait et qui apporte du bien aux populations locales. Jusque-là, j'ai trouvé qu'effectivement, le fait de faire des bitumes, c'était bien. Entre-temps, c'était concentré uniquement dans le chef-lieu de la région. On a dit non, il faut voir comment investir un peu partout dans les différentes provinces de la région. Et je pense que tout ça, c'est des bonnes choses. Mais véritablement, je pense qu'il y a lieu de commencer à capitaliser, à faire un petit bilan de ces célébrations tournantes pour voir concrètement ce que ça nous a apporté. D'accord. Alors, quand on dit généralement fête de l'indépendance au Burkina, ça rime également avec décoration. Plusieurs personnes sont en tout cas distinguées pour leur travail, pour leur mérite. Cette année, à Kossiam, je pense qu'il y a eu 940 décorations. Alors, Dabadi, quel regard vous portez donc sur cet aspect de la célébration de la fête de l'indépendance chez nous? Non, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose parce que, comme certains l'ont dit, le fait que la célébration soit tournante est déjà en soi une très bonne chose à mon avis, parce que ça permet au chef d'État quand même d'être en contact avec les populations des régions, des différentes régions, mais aussi de s'imprégner sinon, de constater de visu certaines réalités. Ça permet également de donner un coup de feu à l'économie locale. Et sur le plan social, ça permet également aux fils de la région qui abritent la célébration de communier en sortie, de taire les divergences et de parler de développement de la région. Donc, je pense que sur ce plan, c'est une bonne chose. Et ce qu'il faut peut-être déplorer, c'est peut-être le choix de certaines infrastructures. Comme Oba l'a dit, vous avez ces cités de forces vives souvent qui sont inhabitées, pratiquement. Bon, bien même quand c'est habité, c'est souvent pas les plus grands, le plus grand nombre des habitants, ce sont les lézards. Et ce qu'il faut vraiment... Et pendant ce temps, justement, vous avez les citoyens ordinaires qui sont à la recherche, vainement, d'un lopin de terre pour juste construire un local modeste. C'est ça qui est triste dans cette affaire. Donc je pense qu'il faut revoir cet aspect. Sinon, le reste, à mon avis, je pense que c'est intéressant. Maintenant, bon, les décorations, c'est normal. Je pense que c'est l'occasion, effectivement, aussi, de reconnaître quand même le mérite des travailleurs. Voilà, ceux qui se sont illustrés par leur ardeur au travail, il faut reconnaître, effectivement, ce mérite-là et le saluer à travers, effectivement, les décorations, parce que ça galvanise non seulement ceux qui n'ont pas pu avoir cette distinction, mais aussi l'intéressé lui-même qui en bénéficie, de redoubler d'efforts dans ce qu'il fait, pour peu qu'il soit vraiment conscient et qu'il mérite réellement cette distinction. Et donc, je pense que sur ce point, il n'y a vraiment rien à dire. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, si c'est pour parler de l'indépendance, je pense que les autres l'ont déjà dit, c'est clair. Mais moi, je pense que ça se passe plutôt aujourd'hui dans la tête. C'est une question d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, on accuse souvent trop, en fait, la France. Je ne pense pas que la France ait aussi cette préance, comme on veut nous le faire croire, sur nos chefs d'État. C'est plutôt nos chefs d'État qui refusent de prendre leur indépendance. Je ne vois pas un programme hardi aujourd'hui, un chef d'État va vouloir mettre en place avec un programme assez structuré. Et puis les Français vont venir s'imposer ou bien les Américains vont venir s'imposer. Moi, je n'en vois pas. Mais si nous, on a vu sous la Révolution quand même qu'en 4 ans, on a réussi quand même à faire quelque chose. Même si on sait qu'après cela, nous tous on connaît la suite de l'histoire. Mais là aussi, on ne peut pas accuser franchement la France d'être la seule responsable de ce qui est arrivé à Thomas Sankara. Il a fallu qu'il y ait des fils de notre pays qui soient devant. Donc c'est à nous en réalité de se remettre en cause, de nous dire que personne ne viendra nous apporter le développement, ou même l'indépendance. Ce n'est pas possible. Ce sont des valeurs qui ne se donnent pas, ça s'acquiert. Voilà, on ne peut pas s'asseoir dans son fauteuil doué et espérer avoir l'indépendance. Et puis la paix, ce n'est pas possible. Donc il faut travailler à mériter. Et voilà. Donc je pense que sur ce plan, il faut que nos chefs d'État soient beaucoup plus courageux et qu'on cultive beaucoup plus le patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à cette célébration dont on parle, bon, vous verrez que dans certaines localités, il y en a qui sont en marge. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés de ce qui est fait par la nation ou ce qui est fait pour la nation. Parce qu'ils se disent, comme moi je ne suis pas dedans, ça ne me concerne pas. Donc je pense qu'il faut travailler
à cultiver l'esprit de patriotisme pour que les gens sentent davantage que ce qui doit être fait, c'est pour tout le monde et non pour un seul individu. Position. Alors, une réaction très rapidement. Ce que Dabadi dit, ce sont les chefs d'État qui ne sont pas assez courageux. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des limites à ne pas franchir. Hein. Si vous les franchissez, on vous amène 7 pieds sous terre. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Et Dabadi lui-même, il a confirmé en évoquant Thomas Sankara. Voilà, Kadhafi en sait quelque chose, les Laurent Gbagbo savent où ils sont. Donc, la France est responsable. Voilà. Même si quelque part, nous aussi, nous sommes responsables. Voilà, l'anecdote, la fois passée, il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, 8 jours, il y a eu des journées anti-impérialistes. Et puis, voilà, c'est une journée anti-impérialiste, ouais, où on fait les débats en français. Mais comment vous allez devenir indépendant? Nous-mêmes, nous sommes assis, on fait notre débat là. Pourquoi c'est en français? Ça, il doit demander à Sayon. Ça, c'est pas moi. Vous voulez qu'on soit indépendant? Par rapport à qui et par rapport à quoi? Voilà. Donc, on est dans un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir. Nous-mêmes qui sommes là, nous ne pouvons pas assumer l'indépendance parce que nous avons été formatés dans une école qui nous éloigne de l'indépendance véritable. Parce qu'à partir du moment où tu vas à cette école-là, tu as peur de l'indépendance véritable. Voilà, tu penses que si tu fais du moré, du gula ou du fulfulde, la langue officielle du Burkina Faso, tu vas t'isoler du reste du monde. C'est ça. On a cultivé cette peur-là, nous. Voilà, donc on ne peut même pas être indépendant, quoi. Voilà, sauf si, je ne sais pas, s'il y a un miracle. D'accord, oui. Non, vous ne pouvez même pas penser. Sur la question de l'indépendance, même, il faut le reconnaître, nos pays ne l'ont jamais acquise. Voilà, ça nous a été donné quand on a estimé que, bon, voilà, on n'avait plus grand-chose à gagner en maintenant forcément les liens de cette nature-là, et on nous l'a concédé. Mais je suis un peu partagé justement entre les deux bords, entre ce que Dabadi a dit et ce que Rabo a dit, parce que justement, il y a les deux choses. Aujourd'hui, on peut dire, et avec des arguments, qu'on n'est pas indépendant. Mais on peut aussi soutenir qu'on est indépendant, seulement on ne s'assume pas. Dès lors que de façon formelle, on vous a dit vous êtes indépendant, mais c'est vous maintenant qui posez les actes, quitte à assumer les conséquences de vos actes. Et c'est ce que Thomas Sankara a fait, et il en a payé les frais. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que nous avons des chefs d'État qui sont capables, au nom de l'indépendance, au nom des intérêts de leur peuple, à poser des actes et d'en assumer les conséquences? Sinon, ce qu'on a vu par rapport à l'arrivée de Macron, ça montre clairement que nous sommes loin de l'indépendance. Rien que pour recevoir Macron, vous avez vu le ramdam qu'on a fait. Voilà, on n'a rien compris. Nous, nos chefs d'État, et aller là-bas, nous avons estimé qu'il n'a pas été bien reçu. Et nous l'avons critiqué. Des gens nous ont dit, non, il ne faut pas critiquer. C'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça, ça se passe en France. Lui, il vient ici, on se couche carrément à terre. Pour le recevoir, on dit non, on en fait trop. On dit non, c'est normal, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on veut? Oui, et c'est les mêmes choses là. Donc je pense que véritablement, il y a que dans la tête, voilà, on n'est pas totalement libéré parce qu'on est moulé à leur école. Et on n'a pas des gens qui sont capables de faire. D'accord. Alors, il faut qu'on avance dans le débat. C'est bien qu'on peut encore prolonger alors la discussion autour de cette question d'indépendance, mais on est très pris par le temps. Il faut qu'on parle donc de cette autre. Voilà, on n'est pas. Voilà, on est dépendant du temps qui nous est imparti donc pour mener ce débat. Alors, le 7 décembre dernier, la commission parlementaire sur la réalisation d'infrastructures publiques a présenté son rapport à l'Assemblée nationale. Alors, selon en tout cas cette commission, la situation qui prévaut dans le domaine, alors au Burkina Faso, est très alarmante. Donc, cette commission parle de chantiers ou abandonnés ou suspendus, de certains chantiers qui n'ont pas connu de début d'exécution, alors de malformations assez graves et même dans la réception, certains chantiers donc ont connu en tout cas beaucoup de difficultés, mais bon, ça passe. Je pense qu'ils ont déchiffré un certain nombre en tout cas de problèmes dans ce milieu. C'est un rapport peut-être que vous avez donc lu ou écouté. Dabadi, alors qu'est-ce que ça vous donne comme réaction? Est-ce que c'est surprenant dans ce domaine, en tout cas, de la maîtrise d'ouvrage? Non, pour moi, ce n'est pas surprenant. Hein. Et
tous les Burkinabés avertis savent que l'un des maux dont souffre le pays, c'est justement cette question des infrastructures mal exécutées. Si vous faites le tour du pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines infrastructures qui sont effectivement inachevées. D'autres n'ont même pas encore commencé. Il n'y a pas eu de début d'exécution. Certaines ont été effectivement réalisées, mais avec une qualité qui laisse à désirer. Mais j'ai dit tout cela que c'est lié justement, c'est la rançon aussi de la corruption qui a pion sur rue dans le domaine des marchés publics. Lorsqu'on fait beaucoup de juretiens, il est évident que l'entrepreneur ne peut que réaliser une infrastructure de moindre qualité, ou bien même de ne pas le faire. Et comme tout le monde sait qu'en haut, il n'y a pas de sanctions, ou l'appui des sanctions que vous pouvez avoir, c'est de vous dire de rembourser, sans intérêt en plus, mais écoutez, c'est tentant. Si vous allez détourner 10 milliards, on vous dit, bon, écoute, vous allez rembourser les 10 milliards. Mais les 10 milliards, il y a eu le temps de produire des intérêts que vous n'allez pas payer. Alors si c'était en banque, mais écoutez, ça va vous coûter cher. Donc je pense que si on veut véritablement quitter de ce cercle vicieux-là, il faut qu'on prenne des mesures actes. Vous vous rappelez de cette affaire de Razel, avec le goudron mal exécuté sur la route de Bobo, qui avait amené le rissime homme d'époque, Oumarou Kanajoué, à cracher une certaine vérité. Mais parce qu'on ne peut pas, je trouve que c'est extrêmement grave en fait ce qui arrive. Mais on a l'impression que non, tout le monde se content, on s'en plaît, on ne veut pas se plaindre. Bon, on parle, mais il n'y a pas de suite. Et tant qu'on va rester effectivement dans cette logique, et je vous assure qu'il n'y aura jamais de changement. Avant cette enquête, il y a eu d'autres enquêtes portant sur les lotissements, les titres miniers. Oui, mais qu'est-ce qui a été fait de concret à la date d'aujourd'hui? Pas grand-chose. Et donc moi je pense que si nous voulons véritablement que les choses changent, il faut changer notre musique, il faut changer notre danse aussi. D'accord, oui. Ça sera toujours le tango. Bon, c'est de la comédie, hein. On fait de la comédie, parce que tout le monde est conscient de ça. Dans le petit résumé que j'ai lu, parce que je n'ai pas lu tout le rapport, les enquêteurs là ont évalué à 5 milliards de pertes. Non, 5 milliards sur 11 projets mal exécutés ou inexécutés. Sur 11 projets, l'État a perdu 5 milliards. Donc imaginez si on va dans l'ordre des 502 ouvrages mal exécutés, ou etc. En souffrance. Voilà, en souffrance. C'est vraiment grave. Voilà. Bon, mais pratiquement tout le monde est conscient de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Les gens créent leurs entreprises, ils ont les pions dans l'administration, ils se font les marchés publics, ils prennent la carte du parti, et puis l'argent circule entre eux. C'est un cercle, quoi. Voilà, l'argent circule entre eux. Et ceux qui ont demandé de faire l'enquête, là, eux-mêmes, ils mangent à ce râtelier. Donc, bon, moi, franchement, je ne veux pas poursuivre sur cette comédie-là. Oui, Yacine, très rapidement. Est-ce que, justement, vous pensez qu'avec ce rapport, on va pouvoir peut-être sévir, c'est-à-dire dire un jour, non, ça suffit, il faut mettre de l'ordre dans ce milieu? Bonne question, parce que pour moi, on a fait le débat ici sur l'indépendance. On n'a pas un problème d'indépendance au Burkina, tout simplement un problème de gouvernance. Et c'est sur ces questions-là qu'on sait qu'on n'a pas véritablement de gouvernance, une bonne gouvernance. On a le cas, restons à Gawa, de la salle polyvalente qui était parmi les chantiers donc, à réaliser, qui n'est pas réalisée. Le Premier ministre lui-même est allé pour l'inauguration. La salle polyvalente n'a pas pu l'inaugurer parce qu'elle n'est pas encore finie. Mais tout simplement, on a promis que non, après, l'entrepreneur a promis qu'après l'indépendance, il va bel et bien finir le chantier et remettre ça à la ville clé en main, chose que le Premier ministre lui-même a donc entériné et ils sont repartis. Voilà tout le problème aujourd'hui pour moi de ces cas-là. Les 502 chantiers en souffrance, plus ou moins, ils sont visibles. La malfaçon de certains édifices réalisés, on le voit. Il y a aussi ces questions d'équipement avec des mammographes qui ne marchent pas. Ça, ça ne peut pas s'expliquer qu'on ait des personnes qui sont habilitées. Je prends juste un ministère de l'Éducation qui commande l'exécution d'une école dans le village de mon ami Rabo. Si l'école n'est pas bien exécutée, il y a d'abord le ministre lui-même qui a donc pris le projet. Ensuite, il y a tous ceux qui sont rentrés dans la sphère d'exécution, de la maîtrise d'ouvrage du projet, avant d'en venir à l'entrepreneur. Et je pense que si sanction il y a à prendre, si compte il y a à demander, c'est à toute la chaîne, de plus haut jusqu'au bas. Mais à quoi on assiste aujourd'hui, c'est juste à ce genre de rapport où tout le monde est choqué, comme si on n'était pas au courant. Et ensuite, on dit, bon, c'est la faute. En général, on jette la faute sur l'entrepreneur lui-même.
en oubliant que quand on fait un chantier, il y a bien un cahier des charges. Ah oui. S'il n'est pas respecté, il y a des conditions, tout ça c'est prévu. Si ce n'est pas respecté, qu'est-ce qu'on fait? Mais tout ça, on laisse ça. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas quelqu'un qui est menacé. On négocie, on dit, bon, est-ce que tu peux finir? Avec le prétexte que l'État n'a pas l'argent, on est passé à l'histoire de PPP. Malgré tout, on verra bien si les chantiers PPP vont finir à temps, comme on l'a si bien dit. Mais aujourd'hui, on a un fait qui est là. Gawa, la salle polyvalente n'est pas finie. On va aller à Manga en 2018. On sait déjà que Manga, c'est en 11 décembre 2018. On va lancer et je vous parie qu'il y a une infrastructure qui n'a pas fini avant le 11 décembre. Rien ne va se faire. Ce n'est pas sûr que la salle polyvalente de Gawa ne soit finie. Voilà tout le problème aujourd'hui de ces dossiers-là. On n'a pas de réelle gouvernance. On n'a pas de réelle... On nage dans une impunité totale et on ne fait qu'enchaîner les dossiers de ce genre. D'accord. Oui, une dernière réaction sur le sujet. Déjà, moi, j'ai parcouru tout le rapport à la recherche d'une information ou du moins d'information. Je n'ai pas trouvé d'information. Je trouve que le rapport là, il est trop pauvre. Le rapport là, il est trop pauvre. Vous levez journaliste, vous faites une investigation, vous allez faire le même travail ou bien vous allez trouver mieux. Ce qui est sorti dans le rapport, il n'est pas du tout extraordinaire et je trouve que les députés ont fait un service minimum. Ça a été la même chose, leur rapport sur les mines. C'est-à-dire on vous sort des choses pratiquement qui ont déjà été relayées, vous avez eu connaissance. Quand on a parlé de le district de Bogodgo, combien de fois la presse a parlé de ça? Je crois que l'événement a même eu un procès par rapport à ça. Donc je trouve que les députés, l'idée, depuis un certain temps, on enchaîne les enquêtes parlementaires, l'idée est très bien, il faut maintenir le cap. Mais quand vous allez pour faire vos enquêtes là, faites réellement des enquêtes. C'est vous qui avez le pouvoir. Je ne comprends même pas qu'ils disent que dans 2 localités, ou bien c'est quoi, ils ont demandé à des gens de venir s'expliquer devant eux et ils ne sont pas venus. Mais quelle est la suite? Donc moi je trouve que les rapports là sont réellement pauvres. Vous les lisez, vous ne trouvez pas grand chose, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Sinon les faits là, on les connaît tous. On les connaît tous. Je vais prendre 2 exemples. La réflexion de l'aéroport de Ouagadougou. Vous vous souvenez? Ouais. Le temps que ça a mis, vous savez combien ça coûtait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a eu un audit sur ça. Quelle est la suite à donner à ça? L'immeuble administratif de Ouagadougou en face de l'aéroport. Enfin, les ministères viennent d'intégrer. Ce n'est pas achevé. Les ministères viennent d'intégrer, ce n'est pas achevé. Ce n'est pas achevé. Ça fait combien d'années? Quel est le rapport par rapport à ça? Donc, c'est incroyable ce qui se passe dans le BTP, particulièrement au Burkina. Et par rapport à la commande publique d'une manière générale, c'est les règles même qu'il faut revoir. On vous dit, on commande des stylos avec vous. Quelqu'un dit que lui, il va amener le stylo à 10 francs l'unité. Et c'est ça, vous dites, ok, amenez-nous. Vous savez qu'il ne peut pas trouver ces stylos-là ailleurs. S'il les a trouvés, ce n'est pas de bons stylos, ce n'est pas possible. On ne peut pas aller acheter des stylos à 10 francs l'unité. C'est comme ça se passe dans tous les marchés pratiquement. Oui, quelqu'un vient et vous donne des chiffres. Là-dessus, justement, qui dit que la méthode n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Oui. Donc on donne des chiffres qui ne tiennent pas et ça pose réellement problème. Et on ne parle pas des dessous de table. Hein. Une fois, j'ai été saisi par une entreprise qui dit on m'a donné tel marché. Quand il s'apprêtait à commencer, le SG du ministère l'a appelé, on dit qu'il faut amener une enveloppe de 10 millions. Il dit il va aller. Il ne voulait pas aller, il est finalement allé pour remettre et il s'attendait à avoir une quittance. On a refusé de lui donner une quittance. Le patron l'a rappelé, dire s'il n'y a pas de quittance, ramène mes millions. Il n'a pas remis. Je ne veux pas être plus clair, mais je vous dis, le marché lui a été retiré par la suite. D'accord. Ok, alors tout le monde s'est exprimé sur... il nous reste, je pense, moins de 4 minutes pour parler. Tout à fait, on peut parler de, voilà, de ce qui se passe au Proche-Orient, notamment avec Donald Trump qui a finalement décidé, en tout cas, de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et de transférer donc l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. C'est une actualité en tout cas qui défraie la chronique, notamment dans les pays arabes et au sein également des Nations Unies. Vous, comment vous percevez donc cette décision de Donald Trump en un mot? Pensez-vous qu'il va aller jusqu'au bout de cette décision en transférant l'ambassade et qu'est-ce que ça peut produire comme effet dans la région? Non, les effets qui vont se produire, ce sont les effets que Donald Trump souhaite voir. Exactement. Voilà, s'il sème la merde dans le monde, on oublie lui ses dossiers à l'interne. Parce que c'est un anticonformiste. Voilà, maintenant qu'il a beaucoup de problèmes, il a ses proches qui sont mis en cause dans de nombreuses affaires de justice. Il va amener les journalistes sur d'autres terrains. Et c'est là qu'on est, voilà qu'on en parle.
D'accord, oui. Donc, je suis d'accord avec Rabo sur la démarche de Trump, parce que je pense qu'à l'évidence, il s'est rendu compte que quand tu fais un cumul, tu cumules les prédécesseurs comme Obama, Clinton et Bush, tu ne peux pas faire mieux. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu attaques certains pans pour pouvoir faire le tapage, pour qu'on oublie ton bilan à la fin de ton mandat. Tout simplement, tu commences par celui qui est le plus envié, Obama, tu attaques Obamacare, la réforme sur la santé, tu te retires des accords de Paris sur l'environnement, ça crée le buzz. Bush avait pu attaquer l'Irak, faire tomber Saddam Hussein. Toi, tu t'attaques à la Corée du Nord, tu attaques sans même garantie de pouvoir gagner cette guerre si elle se matérialise. Et maintenant, tu as Bill Clinton qui avait réussi à normaliser les relations entre la Palestine et Israël avec tout ce qu'il y a eu comme tapage médiatique dessus. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu retires simplement Jérusalem et tu en fais. Véritablement, je pense que c'est à ce jeu-là que joue Trump et on ne va pas tarder donc à avoir un autre épisode d'ici la fin de l'année. Ça va s'enchaîner parce que pour lui, c'est exister médiatiquement pour ne pas réellement affronter les problèmes des Américains parce qu'ils sont réels, comme l'a souligné, il y a des problèmes même de sa propre famille et il y a les réformes à faire pour donc permettre aux Américains de vivre. D'accord. Alors, en 30 secondes. Non, pas plus sérieusement. Je pense qu'il faut le dire, depuis son élection, Trump n'a jamais fait mystère de sa volonté, effectivement, de soutenir l'Israël. Et je pense que cette décision montre effectivement qu'il veut donner du contenu à ce qu'il avait dit. Et n'oublions pas aussi que la décision est motivée par ses soutiens. Voilà, parce qu'il a été élu quand même par une partie de citoyens qui veulent effectivement que l'Amérique soit beaucoup plus proche d'Israël que de la Palestine. Et par conséquent, Trump veut aller sur ce terrain. Mais les conséquences sur le terrain, c'est clair, c'est que ça va réveiller les vieux démons. Et vous verrez, la région risque de s'embraser. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi pour Trump. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux Américains de vendre des armes. Alors donc c'est un gros business que ça va rapporter. Et pendant ce temps, comme certains l'ont dit, on va oublier Hamilton Sorbet, les problèmes qu'il a sur le plan médiatique. Mais c'est que, au finish, c'est mal connaître les Américains. Parce que, bon, ok, j'ai dit mon temps. C'est mal connaître les Américains. D'accord. Donc, en 30 secondes, parce que la régie nous fait signe que nous avons débordé. Il n'y a rien d'étonnant et on sait que la paix dans le monde ne fait pas l'affaire des grandes puissances. Les États-Unis particulièrement ont intérêt à ce qu'il y ait chaque fois des foyers et s'il n'y en a pas, il faut en créer. Du moins, Trump est venu, il a trouvé la situation en Palestine, Israël, donc il fait son show, mais il sait qu'il vient de créer une étincelle et on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Les processations sans doute ont commencé, c'est bien dommage. D'accord. En tout cas, merci à tous d'être venus sur notre plateau pour ces analyses, ces commentaires sur l'actualité nationale et internationale. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Dabadi Zumbara du journal Le Pays, Soumaïla Rabo de la radio Savane FM, Yacinthe Sanou de Omega FM et Boukari Woba du bimensuel Mutation. Restez en compagnie des programmes de la RTB.